émerger et favoriser l'innovation et la créativité grâce à des lignes managériales qui sont adaptées, qui font évoluer. Et donc, c'est le sujet de cet atelier que je vous remercie d'avoir choisi. Alors, très rapidement, moi, je suis directeur général de Comundi, qui est Comundi Compétences, qui est une entreprise de formation. Donc, merci de bannir de votre vocabulaire le mot organisme de formation. Nous ne sommes pas des cellules, nous sommes des entreprises. Et donc, nous travaillons sur tous les sujets qui touchent au management, bien sûr, aux soft skills, mais aussi aux compétences métiers, avec des approches certifiantes et des approches digitales, donc pour répondre à nos clients. Et ce qui fait un peu l'ADN de Comundi, qui existe depuis 1987, donc qui est une entreprise ancienne dans le secteur de la formation, c'est vraiment l'ADN de l'innovation. Donc du coup, ça m'a paru tout naturel de faire le lien avec ce sujet-là. L'innovation, c'est une innovation produit, c'est l'innovation process, c'est l'innovation relation client, c'est tout ce qui touche à comment proposer de la valeur ajoutée à nos clients, comment proposer des nouveautés, comment surprendre, et donc comment emballer, entraîner, comment derrière créer une dynamique positive autour de notre marque et de nos produits. Voilà, donc rapidement sur Comundi, Comundi que vous devez connaître. Alors, on va passer rapidement à la présentation de nos intervenants, que je remercie vivement d'être présents. Je leur laisserai la parole, bien sûr, tout à l'heure. Ilham Aloum, qui nous vient de L'Oréal. Nadia Gabriel, qui vient de la start-up Trust, et Jacques Guigou qui vient de TBS. Voilà, je vais leur laisser la parole pour se présenter, et puis après on va parler des thématiques qui seront les nôtres. Ilham, je vous laisse la parole. Merci Claire, bonjour à tous. Donc je suis Ilham Aloum, je suis directrice ce qu'on appelle People Development and Learning. Donc en clair, je m'occupe du développement des collaborateurs de L'Oréal basés en France. Ils sont 15 000. L'Oréal, donc c'est 87 000 collaborateurs. C'est le leader mondial de l'industrie de la beauté. On a la chance de travailler dans 150 pays dans le monde. Et juste, je vais donner 2 chiffres. Lorsqu'on parle d'innovation, c'est 500 brevets par an. Et c'est un investissement de 3,5% de notre chiffre d'affaires chaque année dans l'innovation. C'est 2 fois plus que nos concurrents. Donc autant vous dire que l'innovation fait partie intégrante de notre ADN. Voilà. Merci beaucoup. Nadia, je vous laisse la parole. Oui, donc moi je suis la CEO de Trust. Donc c'est une solution SaaS qui permet d'industrialiser le bouche à oreille pour nos clients, donc qui sont des marques qui vendent des produits ou des services. J'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus sur mon parcours. Donc moi, la partie RH, formation, innovation managériale, c'est quelque chose que j'ai expérimenté par l'expérience, dont je vais venir vous témoigner aujourd'hui, moi par mon cursus académique. Et aujourd'hui, on est 35 collaborateurs dans l'équipe. Voilà. Merci Nadia. Jacques, je vous laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Jacques Guigou, je travaille à TBS, qui est une entreprise école de formation. Merci Jacques. Qui existe depuis 1903, c'est pour ça 1903 l'innovation, qui est basée à Toulouse initialement et qui aujourd'hui travaille avec 178 collaborateurs universités, écoles étrangères, qui est composée de 300 personnes, dont la moitié sont des profs. Et dans cette moitié de profs, il y a moitié de profs étrangers. Depuis une dizaine d'années, j'ai dirigé la formation continue. Et là, je m'occupe d'une partie qui est de l'innovation en interne sur des volets de formation. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que notre plateau est soigneusement choisi avec des très grandes entreprises, des start-up, des spécialistes, des compétences, des entreprises anciennes, des entreprises neuves. Et bien sûr, c'est l'idée de confronter un peu tout ça pour voir comment finalement, à travers, quelle que soit l'histoire, quelle que soit la taille et quels que soient aussi les produits, on soit capable au sein des entreprises de considérer que l'innovation et la créativité sont des processus vitaux, sont des processus centraux qu'il faut absolument engager et qu'il faut absolument maintenir.
Alors l'idée, bien sûr, c'est de travailler sur le cadre managérial que l'on peut proposer, que l'on peut mettre en place pour pouvoir justement générer cette innovation, cette créativité. Certaines entreprises considèrent que l'innovation doit venir du day-to-day des équipes. D'autres entreprises mettent en place des start-up justement, puisqu'elles sont censées être, le terreau et plus adapté à la créativité et à l'innovation. Donc l'idée, c'est d'analyser aussi l'ensemble de ces structures qui peuvent être mises en place, de réfléchir avec vous sur les compétences managériales qu'il faut pour encadrer ces équipes, qu'il faut pour pouvoir donner envie et créer de l'innovation et de la créativité au sein des équipes, et puis que vous nous donniez un petit peu vos trucs et astuces, vos méthodes que vous mettez en place, donc bien sûr pour qu'on puisse illustrer ce propos et qu'on puisse voir comment on peut s'inspirer de ce que vous faites. Derrière, l'idée aussi est de réfléchir à la montée en compétences des managers qui doivent entretenir et qui doivent développer ces compétences de leaders de l'innovation, et c'est bien ça qu'on va analyser ensemble. Voilà, alors n'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. On est là aussi pour vous écouter, pour être dans une logique d'échange et de débat. Donc n'hésitez pas à signaler si vous avez des prises de parole. Elles seront toujours les bienvenues. Voilà. Alors le premier thème, c'est comment est organisée la production d'innovation dans votre entreprise. Comment la créativité est-elle encouragée? Comment les structures sont organisées? Quelle est la part de l'ADN? Alors dans une entreprise ancienne, dans une entreprise récente, comment est-ce que cet ADN est entretenu et valorisé? Et c'est la première question que je vais poser donc à mes intervenants, et je vais laisser la parole à Ilem si vous voulez bien nous répondre. Et c'est déjà effectivement une question essentielle de savoir effectivement. On parle de structure, d'organisation. On parlait de 1903. Chez L'Oréal, c'est 1909, l'année décisive. Première start-up de L'Oréal, 1909. En fait, c'est pour tout vous dire, parce qu'on parle de start-up, on parle d'innovation. Effectivement, l'innovation, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas un mot moderne, marketing. C'est vraiment ancré du coup dans l'organisation de l'entreprise et dans la naissance même de l'entreprise et donc de L'Oréal. Il faut que vous sachiez que tout vient chez L'Oréal d'un homme qui s'appelle Eugène Schueller, qui en 1909, dans un petit appartement au 1 rue Alger, à Paris, a eu cette idée folle de créer une coloration donc pour teinter les cheveux des femmes, en préservant leur santé. Et donc, il a échoué énormément. Et grâce à tous ces échecs, à un moment donné, le chimiste qu'il était est devenu un alchimiste. Il a réussi et il a créé le premier brevet de L'Oréal en 1909. L'Oréal est né de ça. L'Oréal est né du coup de cet esprit d'entrepreneur. Et il y a un mantra qu'on dit au sein de l'entreprise, qu'on utilise au sein de l'entreprise, c'est savoir saisir ce qui commence. Alors en temps de crise, autant vous dire que tout le monde a ce mantra en tête. On recrute d'ailleurs nos collaborateurs avec ce mantra, c'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir cette curiosité, cette envie d'entreprendre. Et donc c'est cette énergie de vouloir effectivement passer de l'idée à l'action. C'est quelque chose qui est essentiel chez nous. Et de fait, parce que la structure s'est organisée grâce à ce chimiste, pour nous, l'innovation est associée à la science. Ce qui fait que par rapport à d'autres entreprises, où on parle de recherche et développement, chez L'Oréal, on parle de recherche et innovation. C'est pour ça que je vous mentionnais ces 500 brevets qu'on a par an. C'est pour ça que je vous mentionnais cet investissement que l'on fait, qui est colossal autour de l'innovation. Mais l'innovation n'appartient pas uniquement à nos chercheurs. L'innovation, elle est partout chez L'Oréal. Elle est partout, on l'encourage et on fait attention lorsqu'on parle de structure, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on est à 87 000 collaborateurs, c'est qu'on n'est pas une structure pyramidale. On n'a pas une direction de l'innovation qui crée des challenges pour innover. Non, l'innovation fait partie du quotidien. On fait attention à l'organisation même de notre entreprise, c'est-à-dire que L'Oréal, si quelqu'un avait à vous décrire notre organisation, on n'est pas une pyramide, on est une flottille, on est une galaxie avec un certain nombre d'entités répartis dans le monde, avec effectivement 4 grandes divisions qui touchent l'ensemble de nos marques. Alors, je me souviens de la discussion, la première fois que j'ai discuté, que j'ai rencontré Claire, quand j'ai commencé à expliquer à Claire, effectivement, la galaxie de marques qu'on avait sur 4 divisions qui sont les divisions marché public. Donc, si je vous parle de Garnier, par exemple, Elseve, L'Oréal Paris,
On parle de la division production professionnelle avec, par exemple, le Kerastase, la parapharmacie avec La Roche-Posay, Vichy, Biotherm, ou le luxe avec Prada, Yves Saint-Laurent. Voilà, si je peux juste citer ces marques-là. Ce qui fait que lorsqu'on parle justement de l'organisation, de comment encourager l'innovation et de nous garder finalement, de ne pas être alourdi parce qu'on est une grande entreprise et qu'on a cette histoire, c'est toujours, en tout cas, essentiel pour l'entreprise de se remettre en question de manière permanente, d'assurer de ne pas être alourdi par notre organisation, donc de ne pas trop grossir, d'être bien représenté dans tous nos pays et d'avoir toujours, je dirais, un pied dedans et un pied dehors, c'est-à-dire toujours en écho et en attention à ce qui se passe par rapport à nos clients, à nos consommateurs. Alors, on en parlera tout à l'heure parce qu'on a un lien avec Trust justement sur ce sujet. Une attention très portée sur nos consommateurs, c'est-à-dire avec une écoute de leurs besoins, mais peut-être une anticipation de leurs besoins et un respect profond, j'allais dire, de la singularité de chacun. Homme ou femme, peu importe la culture, peu importe la zone géographique où nos consommateurs sont aujourd'hui. Et ce qui fait que lorsqu'on a cette curiosité de comprendre l'autre, eh bien automatiquement, au sein de la structure, tout est organisé pour que, lorsqu'il y a une idée, l'ensemble de l'écosystème se mobilise pour passer à l'action, pour pouvoir créer un projet. Voilà. Donc je le fais assez schématiquement, mais c'est à peu près l'état d'esprit aujourd'hui et les convictions de L'Oréal autour de l'innovation. Merci. Alors Nadia, chez vous, vous êtes donc une start-up, donc c'est l'ADN même d'une start-up d'être innovante. Donc du coup, comment vous gérez le flux d'idées, comment vous gérez au sein de vos équipes, quelle est la place de cette innovation dans votre quotidien ? Tout à fait. Et pour répondre à cette question, je vais vous raconter déjà peut-être comment moi je vis l'entrepreneuriat. Donc, pour vous en dire plus sur moi, je suis d'origine franco-libanaise. J'ai aidé mon mari à ouvrir des restaurants libanais dans Paris à un moment donné de ma vie. J'ai travaillé ensuite dans un fonds d'investissement pendant 7 ans, plutôt sur des fonctions marketing. Je ne viens pas de la finance, je viens des lettres et de la communication. Donc, autant vous dire qu'être CEO d'une boîte SaaS, il n'y a rien qui me prédestinait à l'être. Et en fait, j'ai rencontré au quotidien des entrepreneurs tous les jours, des équipes, des conseils de surveillance, des conseils d'accompagnement, etc. Et ça m'a confortée dans l'idée que c'est ce que je voulais être, entrepreneur. Pour moi, c'est sortir des projets de terre, fédérer autour de moi des talents et en y apportant de l'innovation. Parce que je ne suis pas un bon copycat. Ça ne m'intéresse pas de créer des boîtes qui ressemblent. Il y a une boîte comme Rocket Internet qui fait ça très très bien, mais moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. L'idée, c'est plutôt de regarder ce qui existe, qu'est-ce qui manque, et on y va ensemble. Donc, c'est vrai que ça fait partie de l'ADN à la base. Et également, pour vous préciser, en 2014, j'ai d'abord créé une communauté en ligne d'environ 300 000 personnes sur le secteur cosmétique. Et en fait, j'ai appris comment transformer des visiteurs en super contributeurs, comment identifier des personnes qui sont à même de faire des témoignages pour aider les autres à se renseigner, donc là, en l'occurrence, avant d'acheter. Fort de cet apprentissage, finalement, on a commencé à aller voir beaucoup de marques. On en a contacté environ 400, on en a rencontré à peu près 200 en sillonnant Paris en scooter avec mon associé. Et de cette co-création, on a défini le produit Trust tel que il existe aujourd'hui, à savoir une solution qui leur permet à ce qu'une personne en interne connaisse, engage des centaines d'ambassadeurs tous les mois autour de ces produits ou de ces services. Y compris d'ailleurs sur la formation, puisqu'on a maintenant des clients sur la formation. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est notre façon de faire. Et donc forcément, comme vous le disiez Claire, l'innovation, c'est tous les jours. C'est-à-dire, on part d'une feuille blanche, de ce qui existe, de ce qu'on a, nous, dans les tripes, de la vision qu'on porte, et également des équipes. Donc, une des façons de mettre en place de façon très concrète l'innovation, ça va être par exemple, on a adopté la méthodologie des OKR, que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà implémenté, donc Objective Key Result, où au lieu que ça soit toujours top-down, on définit de façon très schématique, très pragmatique, au trimestre, les objectifs principaux de l'entreprise. On essaie d'en avoir 3-4 maximum. Et ensuite, on a un travail collaboratif avec les équipes où ils vont fixer eux-mêmes les moyens d'y arriver. Donc d'abord par pôle,
Donc les développeurs, les personnes qui s'occupent des clients, les commerciaux, etc. Et ensuite, on mélange tous les pôles et chacun va travailler et présenter ensuite au reste de toute l'équipe, du coup, la feuille de route qui se sont fixées et on va mesurer l'avancement, par exemple, des projets. Et ça permet notamment de libérer la créativité en laissant les personnes, finalement, avec un objectif, fixer eux-mêmes la feuille de route pour y aller. Voilà, un des exemples. Je pourrais vous en partager plein d'autres plus tard. Merci. Alors, on va laisser la parole à Jacques sur comme une école comme la vôtre. L'innovation, c'est l'innovation produit, c'est l'innovation pédagogique. Comment est-elle organisée chez vous? Comment est-elle structurée? Et comment fait-elle partie, j'allais dire, de l'ADN de l'école? Alors, effectivement, elle est dans l'ADN de l'école depuis un certain temps. Et ça a un avantage, c'est que je pense qu'on a fait à peu près toutes les bêtises possibles et imaginables en matière d'innovation. C'est-à-dire que l'innovation pédagogique, au-delà de tous ces outils dont on entend parler, on l'a d'abord mise à la DSI, chez les informaticiens, en se disant c'est de la pédagogie, il y a des ordinateurs, ça marche tout le temps, vous l'avez vu au départ de la conférence, donc on va confier ça à des informaticiens. Il n'y a pas mieux comme repoussoir que de mettre ça dans les pattes des informaticiens. Ensuite, on a dit on va faire un service spécialisé innovation. Et c'est eux qui sont innovants. Donc quand c'est eux qui sont innovants, pourquoi vous voulez que les 300 autres personnes de toute la structure soient innovantes, puisqu'il y a un service qui s'en occupe? C'est pas la peine. C'est moi qui fais la paye, puisqu'il y a un service qui s'occupe de la paye. Donc c'est eux qui font l'innovation. Pas besoin de s'y mettre nous. Alors ça marchait, parce qu'on a quand même un petit peu dans l'ADN de l'humain, il y a un peu d'innovation. Mais ça ne fonctionnait pas très très bien. Ce qui fait que là, ce qui a été proposé, quand j'ai rencontré pour proposer cette idée-là, après, encore une fois, une dizaine d'années de formation continue, ça veut dire très inspiré par ce que sont les demandes de ces clients-là. Comme vous le dites, ce qui fait qu'une entreprise, elle continue, c'est qu'on a des clients qui ont envie de continuer à acheter vos produits et qui soient contents, qu'il y ait la banane, n'est-ce pas? Quand ils sont passés à TBS précédemment, c'est bien parce que je rencontre des anciens étudiants, c'est le privilège de l'âge, vous voyez. Et, qui sont chez Comundi maintenant. Qui en plus sont recrutés chez Comundi, donc il faut recruter les bons. Ça permet de voir que c'est effectivement pas comme ça qu'il faut faire en interne, ou en tous les cas plus comme ça qu'il faut faire en interne aujourd'hui. Donc quand j'ai rencontré mon président et ma DG, en allant chercher ma lettre de mission, c'est bien d'avoir une lettre de mission quand on va faire quelque chose, mon président m'a dit un truc, il m'a dit, vous savez, l'école, c'est une vieille dame qui rechigne un peu à se lever pour aller faire un tour de piste, mais quand il y a quelqu'un qui l'emballe sur la piste, après, elle démarre bien. Voilà. Et ma lettre de mission, c'est ça. Bon, alors avec ça, pour faire du reporting, je vous dis pas. L'idée, c'est de mettre une structure qui soit complètement latérale. Il n'y a pas de service innovation à l'école. Il y a par contre des gens qui sont là pour souffler sur les braises de l'innovation, pour faire que ça converge, pour faire que ça rassure, parce que se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est pas évident quand même. Imaginez, vous allez faire un cours, vous avez X dizaines d'étudiants en face de vous, votre cours, il marchait très bien depuis des années, pourquoi vous voulez innover? Prendre le risque de faire quelque chose qui ne va pas marcher, d'être mal évalué en formation initiale ou en formation continue. Bon, c'est un vrai risque, l'innovation, aussi pour des profs. Évidemment, on l'imagine dans des produits. On imagine que chez L'Oréal, quand il y a un loupé innovant, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'échecs au départ. Les échecs, ça fait partie de l'innovation. Donc, cette idée, c'est des structures latérales, pas une structure centralisée, surtout pas dans les pattes des techniciens. On en a besoin, mais à leur place. Et je trouve que souffler sur les braises, c'est la bonne appellation, en étant conscient des moteurs et des freins qu'il peut y avoir chez les gens autour de l'innovation. Merci Jacques. Oui, moi je souligne un point, parce que en tant que spécialiste des compétences, sur le secteur de la formation professionnelle et du développement de compétences, on a beaucoup focusé sur l'innovation digitale, en disant finalement l'innovation c'est le digital. Or, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Et je pense qu'il faut qu'on ait une vision grand angle de l'innovation. Nous, en termes de professionnels de la compétence, l'innovation c'est aussi de la pédagogie, et c'est pas que du digital, c'est aussi du process, c'est aussi de l'organisation, c'est aussi de la façon de s'adresser aux clients. Donc il faut que
notre vision de l'organisation soit large pour que tout le monde, et quand on est dans des organisations où tout le monde a sa part de responsabilité en termes d'innovation, ou que tout le monde puisse justement imaginer demain sur son propre champ de compétences. Et ça, c'est important parce que c'est important à la fois pour l'entreprise, puisque l'innovation doit j'allais dire, exister dans tous les domaines de l'entreprise, mais c'est aussi important pour que chacun se sente partie prenante et responsable sur les sujets d'innovation. Et ça, en termes de management, c'est un point important. Alors le deuxième point que je voulais souligner sur cette innovation, c'est quels leviers managériaux pour organiser et encourager la créativité, quelles sont les compétences dont on a besoin. Vous disiez tout à l'heure, Jacques, et j'aime bien l'idée, manager l'innovation, c'est aussi manager l'échec. Parce que quand on tente, on se plante aussi. Et le manager qui va innover et qui va favoriser l'innovation, il faut qu'il gère derrière l'échec de certains projets. Et ça, c'est pas donné, c'est pas des compétences qui sont simples. Donc voilà, la question que je vous pose, je vais commencer, Nadia, si vous voulez bien répondre, c'est quels sont pour vous les leviers managériaux et les compétences qu'il faut pour que vos managers fassent le job en tant que personnes qui vont favoriser, qui vont encadrer, parce qu'il faut aussi encadrer. L'innovation, c'est pas non plus le bazar absolu, c'est aussi encadrer l'innovation pour que finalement il y a un entonnoir de l'innovation, de plein d'idées qui viennent de la créativité, une innovation qui sort au bout d'un certain nombre de filtres. Donc c'est organiser le filtre. Et donc c'est comment derrière, quelles sont les attentes sur vos lignes managériales et quelles sont les compétences que vous pensez être nécessaires pour pouvoir faire ce travail de manager de l'innovation? Il y a une chose qui me vient à l'esprit. Alors, la partie managériale, c'est quelque chose que moi j'ai appris en faisant. Encore une fois, j'étais pas formée dessus. En fait, on fait des erreurs. Au début, quand on lance une boîte, en fait, on travaille jour et nuit comme une acharnée. Et on entraîne tout le monde par la vision, l'énergie qu'on y met, la force de conviction. Et puis petit à petit, on se professionnalise. Et on s'éduque. Et là, on commence à mettre en place des process de façon très factuelle. Par exemple, le one-to-one hebdomadaire avec chacun de nos collaborateurs, y compris les stagiaires et alternants. On les a implémentés et ça a tout changé. C'est aussi se dire, par exemple, les temps dédiés, par exemple, à la vie professionnelle, c'est moins le sujet, mais se dire... Dans la professionnalisation, par exemple, à un moment donné, on se discipline. Il n'y a pas de mail qu'on envoie le soir ou de messages Slack, si vous avez cette messagerie qu'on envoie le week-end. On peut maintenant programmer, y compris les mails. Et donc, petit à petit, on apprend, on se professionnalise, on utilise des outils. Le one-to-one, ça nous a beaucoup aidé pour l'innovation et la créativité, parce que c'est un temps qu'on décompose comme ça. Donc, 10 minutes où c'est le collaborateur qui fixe son ordre du jour, ce dont il a envie de nous parler, y compris ses difficultés, ses points de force, ses zones de stretch, comme j'aime bien les appeler, là où il se sent un petit peu juste et il a peut-être besoin de formation, ou en tout cas de grandir sur ces sujets. 10 minutes où on va essayer de faire des feedbacks sur le travail, ce qui va bien, ce qui marche bien, dire ce qui est bien dans la démarche d'innovation, par exemple, pour l'ancrer, nous dire, quand tu prends cette initiative de faire ça et voilà ce que ça apporte, c'est super, continue, parce que si le collaborateur arrête de le faire, on pourra juste s'en vouloir parce qu'on ne lui avait pas dit. Donc c'est important de faire des feedbacks comme ça, positifs, qui ancrent. Et puis également 10 minutes sur le futur. On va revenir sur les zones de stretch, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, on va lister les ressources, etc. Donc ça a permis concrètement dans notre quotidien de mettre en place ça, et puis surtout d'aligner la communication énormément. La deuxième chose, c'est que j'aime bien, moi, dans ces formats, demander qu'est-ce qui marche bien de manière générale. Au début, si les personnes ont du mal à parler sur l'ordre du jour, parce qu'ils peuvent être impressionnés, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, comment je peux t'aider. Il y a un autre point aussi que je voulais sur lequel je voulais rebondir en parlant de risque. Il y a une question que moi, de façon très concrète, j'aime bien poser à mes collaborateurs, c'est qu'est-ce que tu as échoué cette semaine ? Et en fait, cet état d'esprit, ça veut dire que l'échec, il est possible.
il est même encouragé, parce que ça veut dire qu'on a pris des risques, on a osé. Et en fait, on ne va pas changer le monde en développant une entreprise si on ne va pas sur des secteurs compétitifs où on ne va pas apporter de l'innovation, on ne va pas oser. Et du coup, c'est pour moi un message très simple et qui a permis aux personnes de se dire en fait, oui, j'ai le droit, j'y vais, même c'est ce qu'on attend de moi. Voilà peut-être déjà 2 exemples sur ce que nous, on a implémenté et plutôt avec succès. En un mot, Nadia, de quel manager vous avez besoin dans une start-up ? C'est quoi le profil du manager ? Alors, plus on vient tôt, plus on a des profils couteau suisse, c'est-à-dire des personnes qui, au départ... en fait, il faut tout faire. Donc, tout est à faire. Donc, là, il y a un trou dans la raquette. J'y vais. Là, vraiment, je me sens pas. Richard, est-ce que tu peux y aller ? Très bien, etc. Donc, au début, c'est un peu informel. Et puis, petit à petit, les choses évoluent. Et ensuite, le management, c'est pas forcément pour nous, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est un passage obligé. Ça a été plutôt de dire notre vision du manager, c'est le coach, c'est-à-dire c'est l'accompagnateur qui va révéler les talents de ses collaborateurs. Donc moi, mon rôle de manager, c'est de faire en sorte que mon collaborateur, il devienne un super-héros. Et du coup, partant de là, il faut en avoir envie. Vraiment, de se dire, ok, faire de mon collaborateur un super-héros, c'est une drôle de tâche. Elle a une belle responsabilité. C'est pas juste un titre, voilà, mais c'est plutôt l'aider à faire, par exemple, les bons raisonnements, initier dans un dialogue, une maïeutique. Comment est-ce que tu peux faire autrement ? Qu'est-ce que tu as appris, etc. Pour que la personne arrive, du coup, à voir des nouvelles voies qu'elle ne voyait pas, etc. Donc, effectivement, il faut avoir cette envie fondamentale de relations humaines pour se dire j'ai envie d'être manager, moi, aujourd'hui, dans la start-up qui grandit. Si j'en ai pas envie, je peux être un très bon contributeur, et il n'y a pas de problème avec ça, mais individuel. Voilà. Merci. Alors chez vous, chez L'Oréal, c'est quoi les leviers managériaux pour pouvoir dynamiser cette innovation ? Et puis, c'est les compétences clés des managers qui pilotent l'innovation, quelles sont-elles pour vous ? C'était intéressant d'écouter Nadia justement sur l'organisation et la manière dont on accompagne les collaborateurs, et avec cette notion de collaborateur super-héros. C'était quelque chose qui existait chez L'Oréal il y avait à peu près 20 ans de cela, et on a changé, on a eu un grand shift. Justement pour pouvoir continuer à innover et à créer, il y a eu une vraie réflexion qui a été posée par l'organisation et par le top management de L'Oréal pour transformer son modèle managérial. En passant effectivement de cette idée qu'on avait avant du leader ou du collaborateur héros à considérer que c'était l'équipe finalement qui était le héros dans notre écosystème, et de mettre en avant l'intelligence collective. Donc ça aujourd'hui, fait partie effectivement du socle de pensée et de l'accompagnement managérial qui fait que le manager, effectivement, il peut avoir cette casquette de coach, de facilitateur, mais si j'avais à faire une synthèse très rapide des compétences qui sont attendues, pareil, en revenant sur les racines de l'histoire de L'Oréal, il y a un président qui s'appelle François Dalle, qui est l'un des présidents les plus charismatiques de notre entreprise, qui, dans les années 70-80, avait effectivement utilisé cette notion de poète paysan. Un collaborateur l'oréalien et un manager l'oréalien doit être poète et paysan. Il doit être à la fois poète pour pouvoir justement inspirer les équipes et oser innover, utiliser son imaginaire. Et alors, pour le coup, c'est automatiquement raccordé à notre raison d'être, parce que la raison d'être de notre entreprise, et on considère que c'est un levier aussi managérial qui permet de pouvoir embarquer les équipes. Mais aussi, il doit être paysan parce qu'il faut qu'il soit aussi en capacité à pouvoir mettre les mains dans le cambouis, à travailler directement dans les équipes, à développer son champ d'expertise et à développer l'expertise du collectif. Ce qui fait que cette transformation managériale a été nommée Simplicity au sein de L'Oréal. Tout le top management jusqu'à l'ensemble des équipes, peu importe les métiers, qu'on soit dans des usines, dans des supply chains, à la recherche, dans le marketing, tout le monde a été formé du coup à Simplicity, qui permet de fait d'avoir quelque part les mêmes codes, le même guide, les mêmes règles adoptées dans l'entreprise. Et une des règles fondamentales lorsqu'on parle d'innovation, c'est déjà de pouvoir poser un cadre de fonctionnement qui fait que on autorise chacun à prendre de la liberté dans ce cadre-là du moment où le cadre il est connu.
Et donc, le manager, de fait, effectivement, un de ses rôles, c'est de pouvoir définir ce cadre de fonctionnement. Et ça a été d'autant plus fondamental pour nous de redéfinir ce cadre-là, avec finalement ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est-à-dire les modes de travail hybrides, parce que effectivement, ça a été un grand shift aussi. Et le manager a dû réinventer, finalement, ses modalités de travail et son organisation avec ses équipes, pour à la fois ne pas alourdir quelque part ses modalités d'organisation, avec effectivement un bon équilibre entre le présentiel et le virtuel, versus effectivement s'autoriser à avoir des moments pour pouvoir innover ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a une chose qui fait, je peux vous le dire parce que ça m'a frappé, j'ai rejoint L'Oréal il y a 2 ans. Ce qui m'a d'autant plus frappé lorsqu'on parle de cette notion de créativité, de source d'innovation, c'est les choses qui ne se décrivent pas, c'est-à-dire c'est la culture informelle. Et ce qui a été un des enjeux aujourd'hui dans les compétences, on parle des compétences managériales, donc de l'accompagnement des managers et de ce qu'on attend d'eux, c'est de pouvoir recréer les conditions pour entretenir cette culture informelle qui permet que les équipes ont le plaisir de travailler ensemble et ont le plaisir d'innover ensemble, que ce soit effectivement à distance ou au bureau, quoi. Je voulais juste rajouter une dernière chose quand je regardais effectivement la question des spécificités de l'organisation. Moi, je me souviens d'une phrase qui m'a été dite quand je suis arrivée. On me dit, Ilem, parce que effectivement, moi, j'arrivais de l'industrie nucléaire qui était ultra processée, versus L'Oréal qui était, pour moi en tout cas, un écosystème organique, comme je vous le disais, où on n'a pas de structure pyramidale, où lorsqu'on a une idée, on se dit, tiens, est-ce que je dois valider mon idée ou mon projet auprès de plusieurs strates? Et en fait, pas du tout. En fait, du moment où votre idée fait sens pour tout le monde, vous avancez. Et en fait, vous n'avez pas besoin, à un moment donné, d'aller chercher la validation de 3 ou 4 sponsors. C'est-à-dire qu'il y a le sujet du débat, débattre des idées, confronter ces idées, accepter des fois de défaire pour refaire, pour mieux faire par la suite. Ça, c'est quelque chose qui est très l'oréalien. Mais c'est surtout de se dire, à un moment donné, peut-être la chose qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas avoir essayé. Et ça, c'est vraiment une vraie différence que j'ai découverte, moi, à titre personnel. Oui, j'aime beaucoup votre idée du collectif, parce que je pense que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'innovation, la créativité, c'est pas, je veux dire, une espèce de spontanéité échevelée qu'on attendrait ou qu'on pourrait espérer des collaborateurs. C'est des process qui sont encadrés et c'est aussi des process collectifs. Tout le monde n'a pas la même capacité à imaginer demain, mais dans une entreprise et dans une équipe, l'innovation, c'est à la fois des gens qui imaginent des choses et les challengers. Ceux qui vont travailler l'idée, ceux qui vont préciser l'idée, ceux qui vont challenger l'idée. Et donc, la production collective d'innovation, elle nécessite tous ces talents-là qui ne sont pas forcément les mêmes talents. Et pour moi, si je devais donner une compétence clé du manager qui gère ou qui manage l'innovation, je dirais c'est le manager challenger. C'est celui qui va challenger l'idée et qui va challenger le quotidien, qui va dire comment je pourrais faire autrement, comment je pourrais produire autrement, de quoi on a besoin alors qu'on n'y pense même pas. Et une fois qu'on a ça, comment je challenge pour justement affiner l'idée. Et c'est ce rôle-là, à mon sens, qui est une des compétences clés du manager de l'innovation. Je vais laisser la parole à Jacques qui va nous faire part de son expérience sur ces sujets de leviers managériaux et de compétences, puisque c'est quand même le spécialiste du sujet. Spécialiste, je ne sais pas. En tant qu'entre écoles. J'aime bien l'idée, effectivement, du collectif, parce que ça dédramatise l'échec ou le loupé individuel. Voilà, et c'est vraiment essentiel. Et j'aime bien l'idée du poète paysan parce que elle me va mieux que l'idée de schizo. Il faut être schizophrène, quoi. Quand on est innovant, il faut avoir un pied dans l'innovation, le disruptif, le nouveau, le risque, etc. Et puis un autre pied dans le concret. Il faut que ça converge, il y a des budgets, il y a des impossibilités ou des possibilités techniques, il y a des clients avec des attentes et des freins en face, etc. Voilà. Donc, je vais dire que je suis plus schizo, je suis poète et paysan, ça me va bien. Je crois que, vraiment, c'est une conviction profonde, l'humain, il est innovant. Le mammouth froid, c'est pas bon, on l'a fait cuire. Les cailloux, c'est lourd, à un moment donné, on les a mis dans une boîte, etc., etc. Pour des raisons diverses et variées, l'humain est innovant. Donc à partir du moment où on part de ça, on se dit comment je peux faire pour inspirer les gens qui sont autour de moi, quand je suis un manager, pour qu'ils puissent libérer cette capacité d'innovation qui est génétique. Si elle n'était pas génétique, je pense qu'on ne serait pas là.
Donc, comment je peux faire ? Il faut que j'inspire, il faut que je rassure. Moi, c'est mes deux axes vis-à-vis des gens. Alors, inspirer, de façon très concrète, ça veut dire qu'on a une petite cellule qui, une fois par semaine, à date fixe, à heure fixe, fait un petit bulletin très inspirant sur qu'est-ce qui se passe en matière d'innovation pédagogique, puisque c'est notre métier. À partir d'outils, à partir de pratiques des autres, à partir de... Ça, c'est un petit bulletin. Une fois par semaine, il y a un atelier open à l'heure du déjeuner où vous venez avec votre sandwich. C'est interdit de manger dans toutes les salles, sauf à ce moment-là. Vous ne pouvez pas savoir la bataille que ça a été avec les services généraux pour arriver à faire qu'on puisse amener de quoi manger dans une salle entre midi et 2. Ça a été une de mes grandes tâches et de mes grandes fiertés managériales à TBS. Ça n'a l'air de rien, mais vous allez vous opposer ou vous vous opposez à des petits détails comme ça qui font qu'à des moments donnés, le schizo, c'est ça aussi. Ce que j'appelais l'informel. Voilà, l'informel, c'est ça. C'est exactement ça. Et vous prenez le directeur des moyens généraux, le prestataire de service à qui vous sous-traitez le nettoyage des salles, a fortiori en période Covid, la DRH, parce que manger dans une salle, c'est pas possible, avec le masque et les distances, on est un établissement ERP, etc., etc., etc. On sent qu'il y a du vécu aussi dans la salle sur certains. On a tous vécu ça. Donc voilà, il faut inspirer, il faut rassurer. Et encore une fois, ça veut dire travailler à proximité avec des équipes en fédérant un certain nombre de choses. On a des projets qui sont accompagnés par des ingénieurs pédagogiques qui sont pas chargés forcément de centraliser toute l'innovation, mais qui sont là pour appuyer les gens qui ont un projet, qui l'écrivent de pédagogie. Et je suis entièrement d'accord avec ce que disait Claire tout à l'heure, l'innovation, elle n'est surtout pas que technologique, elle n'est surtout pas qu'à partir d'outils, de logiciels, etc. Ça y est dedans, mais c'est pas que ça. Et puis, l'humain, il aime bien aussi être valorisé. Donc, de façon sacralisée, maintenant, on a un concours, une fois par an, qui se déroule au printemps. Il y a plein de choses qui émergent au printemps, et pas... On l'a avec YouSpring, mais il y a plein de choses aussi, qui est ouvert à tout le monde. Ça veut dire les enseignants, donc la partie productive, entre guillemets, noble, parce que quand on est enseignant, on a le statut de sachant, et des fois, c'est un peu lourd à porter. Kino qui disait, certains hommes sont grands parce qu'on les mesure avec leur piédestal. Un prof, c'est un peu ça aussi. Donc, on a ce statut-là, donc c'est ouvert évidemment aux profs, mais c'est ouvert aussi à l'ensemble du personnel administratif, et c'est ouvert aux étudiants. Et alors là, pour arriver à faire passer cette idée-là, que des profs allaient se confronter avec des étudiants dans un concours d'innovation ouvert, etc., je vous garantis que là, pour le coup, ça n'a pas été très innovant, les réactions qu'on a pu avoir en face. Mais après, ça fait 5 ans maintenant que ça existe, on est à la 5e édition. On le fait valider par des gens de l'extérieur qui viennent membres du jury. Et cet aspect-là est vraiment très riche en inspiration, très riche en vision de tout un tas de choses qui se fait dans cette école, qui est répartie sur plusieurs endroits. On a des campus à l'étranger, on a des... Voilà, donc c'est un moment de fédérer tout le monde, de les faire revenir dans un temps qui est un temps de partage transversal entre tous ces gens-là. Et puis, c'est un temps de valorisation parce que c'est reconnu par des pairs d'autres établissements, c'est reconnu par l'industrie, c'est reconnu... Voilà. Donc, c'est sur cet ensemble de leviers qu'il faut arriver à jouer. Et pour synthétiser, je pense qu'encore une fois, croyance personnelle forte, on l'a dans nos gènes. Voilà. On a la peur, on a la valorisation et on a l'innovation. Donc, il faut alimenter ces choses-là avec de l'inspiration et de la rassurance. Le maître mot, ça reste là quand même la confiance, donner confiance aux collaborateurs pour qu'ils osent, ils testent, ils n'aient pas peur de l'échec. Du coup, on a parlé des compétences. Comment est-ce que vous évaluez, alors rapidement, parce que le temps passe vite, comment est-ce que vous évaluez chez vous, ILEM, chez vos managers, est-ce qu'ils sont évalués sur leur capacité à produire de l'innovation, à l'encadrer? Quels sont les process d'évaluation autour de cette compétence clé managériale? Je voudrais juste rajouter une petite chose, et je vais le faire très vite, Claire, parce que par rapport justement aux managers,
pour justement encourager la créativité et l'innovation, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très très important. On les encourage à recruter des gens différents dans leurs équipes et complémentaires par rapport à leurs compétences et avec des compétences complémentaires pour l'équipe. Et ça, c'est extrêmement important. Donc la diversité, c'est essentiel. C'est vraiment c'est un sujet sur lequel on a une vraie congruence chez L'Oréal autour de ça. Des profils, donc peu importe technique, non technique, les écoles, les universitaires ou autres, c'est extrêmement important. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et donc sur la question de l'évaluation, alors je peux en plus, et c'est intéressant parce j'en parlais tout à l'heure à Nadia. On évalue les compétences autour de l'innovation. Ça fait partie, l'innovation, l'entrepreneuriat, ce sont des compétences que l'on évalue pour tous les collaborateurs au sein de L'Oréal, peu importe le métier. Donc effectivement, ça fait partie des 5 compétences essentielles sur lesquelles on recrute et on évalue nos collaborateurs. Et je voulais juste vous dire qu'on a innové, parce qu'on parle d'innovation, et donc il y a des innovations RH aussi. On a innové aussi dans notre capacité à pouvoir évaluer et accompagner nos collaborateurs avec un dispositif qu'on a lancé là en janvier, qui s'appelle Connect, qui permet du coup à un collaborateur et à son manager d'avoir des conversations régulières autour de sa compétence, de ses besoins de développement, de sa performance, de la qualité de vie au travail, autant de fois qu'il en a besoin. Et c'est le collaborateur qui a l'initiative de ces discussions, de ces conversations. Et à travers ces conversations, ça permet effectivement à un manager de pouvoir proposer aux collaborateurs un certain nombre de dispositifs d'accompagnement s'il souhaite développer ses compétences. Et donc typiquement sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat, il y a effectivement un certain nombre de dispositifs que l'on propose au sein de L'Oréal. Typiquement, on peut faire de l'open innovation, on a des collaborateurs qui peuvent partir auprès de start-up. On a effectivement la possibilité aussi de proposer à des collaborateurs de tester des innovations dans des incubateurs internes. On a un incubateur qui s'appelle MYT, Make Your Technology, qui permet effectivement aux collaborateurs de pouvoir se tester et développer leurs compétences. Donc, c'est une innovation qui est de 2022. On est en train de découvrir du coup le dispositif, de voir comment est-ce que nos collaborateurs accueillent ce dispositif. Et j'aurai l'occasion de faire un retour d'expérience, j'espère, l'année prochaine ici. Voilà. Avec grand plaisir. Nadia, en quelques mots, parce que le temps court et qu'il nous reste très peu de minutes, chez vous, comment vous évaluez vos managers, justement, pour leur capacité à encadrer l'innovation ? Juste un point, effectivement, sur la partie diversité, elle est clé pour l'intelligence collective, en fait. Nous, on est 3 cofondateurs qui ont des profils très différents, du coup très complémentaires, et moi, je recrute pas des gens qui me ressemblent, en effet. Et je pense que c'est une vraie richesse d'aller chercher ça et que du coup, on attire assez naturellement, c'est pratique quand on crée son équipe de zéro, des personnes qui se reconnaissent dans ce postulat. Du coup, ça se fait assez naturellement. Et je dirais que l'évaluation, elle se fait déjà parce que finalement, tous les trimestres, on se dit, voilà, on avait cette feuille de route-là, qu'est-ce qu'on a fait de nouveau ? Et peut-être aussi cette chose qui nous tient à cœur, de se dire toujours, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quel temps on se donne et qu'est-ce qu'on fait de nouveau ? Sans arrêt, sans arrêt. Donc ça passe par le petit format comité de pilotage qu'on a mis en place avec les managers tous les lundis. Qu'est-ce qu'on a fait de nouveau ? Et on est sur des sprints d'1 semaine environ. Et à la fin, on fait le bilan. À la fin de la semaine, on a essayé ça, qu'est-ce qu'on en a appris, etc. Merci. Jacques, chez vous, évaluation sur ces compétences clés du manager ? Alors quand on dit évaluation à un prof, vraiment, on a 3 activités quand on est prof. On fait de la pédagogie dans les cours et autour des cours, dans l'encadrement des étudiants. On fait de la recherche et on fait du rayonnement. Ce que je fais dans cette conférence, puisque j'ai prononcé 12 fois TBS, donc c'est bien. Il n'y a pas d'évaluation formelle de l'innovation. On n'a pas voulu la mettre. Par contre, dans le plan de charge des profs, dans votre contrat de travail, il y a du temps qui est dévolu à l'innovation. Vous avez 10% de votre plan de travail qui est dévolu à l'innovation. Hors contrôle, hors... Vous faites ce que vous voulez avec. Et la rémunération, donc l'évaluation de cette innovation, elle a été mise au travers de ce dont je parlais tout à l'heure, par exemple les concours. L'an dernier, le service administratif de l'accueil du bachelor, donc des assistantes administratives,
ont proposé un in-skate game pour les nouveaux qui sortent du bac, qui débarquent dans une école de commerce, pour qu'ils sachent comment ça se passe. Donc ils ont organisé dans les bâtiments de l'école, on connaît les escape games pour s'échapper, là le but c'est pas de les faire échapper le premier jour, c'est de les faire rentrer dans un in-skate game où ils ont découvert ce qu'était l'école, ce qu'était la médiathèque, ce qu'étaient les locaux, ce qu'était etc., entre personnel administratif et voilà. Et pour ça, les gens qui l'ont proposé ont obtenu un chèque donné par la fondation de 6 000 €. Donc c'est ce genre de choses. On n'a pas voulu le mettre de façon formelle, encore une fois, parce qu'on est une école. On a un sujet qui est sensible sur l'évaluation, avec des personnes très, très différentes, qui plus est avec des statuts différents à l'intérieur, et qui plus est avec des campus à l'étranger. On a voulu que ce soit harmonisé sous cette façon-là, mais c'est évalué quand même, et en tous les cas, c'est valorisé quand même. Merci beaucoup. Alors, à titre de conclusion, je vais donner la parole quelques minutes, enfin même pas quelques secondes en fait, à chacun pour nous donner un exemple d'un projet d'innovation qui a été encouragé et porté par vos lignes managériales, une petite méthode que vous utilisez qui est un peu la signature de votre organisation sur l'innovation. Alors, Jacques, peut-être une petite méthode d'innovation qui marche bien. Allez, livrez-nous vos secrets. Ce n'est pas un secret, puisqu'il va être mis sur la place publique bientôt. Et chez Comundi, vous en avez eu la primeur, puisqu'on en a parlé ensemble avec vous, Claire, et avec votre directeur du développement, Mehdi Masri. On met en place... on est persuadé qu'apprendre verticalement par des profs, ok, ça va, mais ça va un temps, quoi, hein. En tous les cas, quand on est un peu exécutif, senior, machin, c'est plus comme ça. Donc on est en train de lancer des communautés de pratiques professionnelles et l'apprentissage dans ces communautés de pratiques professionnelles se fait par les pairs de façon transverse. Voilà, il me reste à les convaincre, les OPCO, le CPF, le machin, que c'est éligible. Alors là, c'est pas ils pensent qu'ils reçoivent un martien quand on commence à parler avec eux. Mais on y arrivera. Merci. Nadia, un petit exemple. Un petit exemple, et j'ai voulu exprès en donner pas mal pour essayer d'illustrer concrètement. Je dirais, par exemple, nous, on a mis en place les lundis démos dans nos équipes. Donc, tous les lundis, un collaborateur peut présenter une solution qu'il utilise, une bonne pratique, quelque chose qu'il a craqué, partager ce savoir en équipe, et on a un petit formulaire après de feedback pour savoir si c'était intéressant ou pas, dans l'idée d'apporter de la connaissance à tout le monde et de favoriser les échanges. Merci. Ilham, donc moi, très rapidement, c'est autour du développement durable, l'Oral for the Future. C'est effectivement une démarche qui nous permet d'accompagner tous les collaborateurs et de les sensibiliser autour du développement durable et qui donne lieu à des innovations produits qui permet très simplement pour L'Oréal, peu importe la marque, aujourd'hui d'avoir une attention à la fois sur la matière première qu'on va acheter jusqu'à la manière dont on va produire effectivement nos soins, le packaging et la manière dont on les met à disposition des consommateurs. Voilà, L'Oréal for the Future. Merci beaucoup. On est pile dans les temps. Merci à vous trois pour vos témoignages. J'espère que cet atelier vous a apporté des éléments et à très bientôt. Merci beaucoup.